Petit stream entre amis, l'émission qui assassine l'invité sans le tuer, évidemment, avec aujourd'hui Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en tête du hit Parade des intellectuels publié par Marianne il y a 15 jours. On vous a beaucoup entendu sur l'affaire Sakineh, cette Iranienne condamnée à mort et que vous essayez de faire gracier. BHL, vous vous passionnez de plus en plus pour Internet, qui est un outil d'influence au service de vos grandes causes, de ces grandes causes que vous défendez. Bref, un BHL qu'on avait envie d'entendre répondre aux tweets des internautes, aux questions des Facebookiens et bien sûr à celles d'Emery Doligé du blog Chose Vue et de Jonathan Boucher. Peterson du 18-20 d'Europe 1, il trépigne, BHL, à l'idée de vous arracher votre chemise blanche, monsieur Lévy. D'où elle vient cette passion pour la chemise blanche? On a dû vous poser la question 100 fois, mais... Ah oui, elle n'est pas dit. Vous changerez un jour ou pas? Mais je crois pas, non. Je crois pas. Elle vient vraiment, elle vient de toute éternité. Alors, et c'est tellement simple une chemise blanche. Regardez, vous avez vous-même d'ailleurs une chemise blanche. C'est parce que vous venez aujourd'hui que je l'ai mise. Quelle est la question qu'on vous pose le plus souvent ces derniers temps? La question, à part la chemise, quelle est la question que les journalistes vous ont posée beaucoup ces 15 derniers jours? Est-ce que j'ai des nouvelles de Sakineh? Alors? C'est ça la question qu'on me pose en effet le plus souvent. Et est-ce que j'en ai? Non, parce que justement, le tragique absolu de la situation, c'est que depuis le 11 août dernier, on n'a plus de nouvelles de Sakineh. Et l'encore plus tragique de la situation, c'est que depuis une quinzaine de jours, son propre fils et son propre avocat ont été arrêtés, sont probablement torturés et sont au secret. Donc le dernier fil que nous avions avec Sakineh, qui était son jeune garçon, et son avocat vient d'être coupé. Ça veut dire qu'on n'a pas de preuve de vie? Ça veut dire qu'on n'a pas de preuve de vie, en effet, de Sakineh. Et ce que je trouve absolument immonde, et enfin qui pour moi n'a de nom dans aucune langue, et que j'ai franchement rarement vu dans un régime totalitaire, c'est de rafler les enfants ou l'avocat qui n'ont commis d'autres crimes que d'essayer de défendre l'un sa cliente et l'autre sa mère. Cette chose est hallucinante. Ça s'est passé donc il y a 10 jours dans le bureau de l'avocat de Sakineh, où son fils, qui est un petit poinçonneur d'autobus de la ville de Tabriz, donnait une interview à 2 journalistes allemands du Bild. En milieu d'interview, ils ont été embarqués. Et alors ce qui est encore pire que pire, c'est qu'au fond, tout le monde s'en fout, à part vous qui m'écoutez attentivement là aujourd'hui. Vous avez le sentiment que les gens qui vous interrogent, l'opinion s'en fout, que vous n'êtes pas du suivi? fils? Non, Sakineh oui, mais cette histoire, cette arrestation de Sajjad, le fils de Sakineh, et de son avocat, qui est quand même une chose énorme, j'ai l'impression que les gens s'en fichent. Oui, j'ai pas vu tant de choses dans la presse. Regardez la chancelière allemande Angela Merkel. Elle a en effet, elle a demandé des nouvelles de ses deux compatriotes journalistes allemands. Elle n'a pas prononcé le nom de Sajjad. Je trouve ça dégueulasse. Et quand la mobilisation ramollit dans un pays, on sait que vous êtes très mobile, très international, est-ce que vous faites d'autres tournées internationales? Par exemple, si en France, les journalistes se lassent de vous et de cette cause, est-ce que vous avez tendance à partir ailleurs et à aller faire la promotion de ces causes ailleurs, Sakineh en l'espèce? Il n'y a pas ces causes, il y a celle-là. C'est vrai que le calvaire de cette femme, c'est vrai, depuis maintenant quelques mois, depuis le début de l'été, m'occupe beaucoup et m'obsède même un peu. Et c'est vrai que je n'en démordrai pas, alors que ça soit en France, mais même quand on ne m'écoute pas, vous savez, il n'y a pas une semaine où à la règle du jeu, on ne lance pas une nouvelle information, où Armin Arefi et Maria de França ne sortent pas un nouvel élément qu'on arrache à cette espèce de chape de silence qu'est l'Iran. Les gens écoutent ou n'écoutent pas. Alors s'ils n'écoutent pas en France, c'est vrai qu'ils écoutent aux États-Unis. Oui, la plupart de mes articles, de mes prises de position sont repris dans le Huffington Post en Amérique. Bon, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose parfois de désespérant, oui, quand on a le sentiment que les gens... Parce que c'est vrai qu'il y a ça, il y a une espèce de lassitude. Cette époque est tellement bizarre. Elle s'emballe et puis elle se lasse. Voilà. Or, le problème, c'est que Sakineh, elle est toujours dans la même prison. Alors, on a un boulot supplémentaire pour vous, BHL, d'une certaine façon. Je parle légèrement, mais l'affaire est grave. Vous connaissez le blog Phaser. C'est Oui. un Irano-Canadien qui est emprisonné en Iran pour avoir diffusé des éléments de blogging et du matériel pédagogique pour bloguer, éventuellement s'opposer, critiquer le régime. Il a failli être condamné à mort. Il a pris 19 ans et demi de prison. Son amie s'appelle Sandrine Murcia.
Murcia. Elle est française, elle a une question pour vous, je l'ai enregistrée tout à l'heure. Bonsoir monsieur, je suis Sandrine Murcia, je suis la compagne de Hossein Derakhshan, blogueur irano-canadien en prison depuis 2 ans à Téhéran. Hossein a été condamné à 19 ans et demi de prison le mois dernier. Ma question pour vous est directe et très simple. Pouvez-vous vous engager à nos côtés pour aider Hossein, comme vous vous engagez également en ce moment pour défendre Sakineh? Merci. Alors évidemment, on ne veut pas vous charger de toute la misère du monde, mais sur l'Iran, vous connaissez. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Sandrine Murcia? Je lui réponds que, évidemment, oui. M'engager à ses côtés, ça va de soi. À la règle du jeu, nous l'avons déjà fait. Nous avons il me semble d'ailleurs que la recension la plus complète de ce scandale qu'est l'arrestation de Hossein Derakhshan, c'est Armin Harefi qui l'a faite sur le site de la revue. Et je dis très simplement à Murcia, tout ce que nous pouvons faire, nous le ferons. S'il y a quoi que ce soit dont elle pense que nous pouvons, à la règle du jeu, ou moi personnellement le faire, je m'engage là, auprès d'elle et auprès de ceux qui nous écoutent, nous le ferons, bien sûr. Cette affaire, c'est en effet aussi symbolique que Sakineh. Voilà un garçon, d'abord symbolique parce que le gouvernement canadien, dont il est quand même ressortissant, n'a pas l'air de beaucoup se bouger pour le tirer d'affaire. C'est ce qu'elle dit. Ben, elle a raison, c'est incroyable. Et puis, deuxièmement, il a été condamné pour 2 chefs d'accusation. Premièrement, insulte à la sainteté et deuxièmement, liberté d'informer. Voilà. Alors, quelqu'un qui est condamné à 19 ans et demi de prison pour insulte à la sainteté et pour avoir tenté d'introduire, et introduit, parce qu'il a réussi, introduit en Iran le bon virus de l'information libre, celui-là, il mérite notre soutien entier, bien sûr, et jusqu'à sa libération. Eh bien, on transmettra à Sandrine Murcia. Alors, on va parler de vos combats. Je vais vous laisser entre les mains de ces 2 jeunes pitbulls, Jonathan et Emery Deligé. Simplement une chose, puisqu'on va parler beaucoup du web et des intellectuels. Alain Minc, dans son dernier bouquin, consacre un dernier chapitre à l'intellectuel et il dit grosso modo, les réseaux de l'intellectuel de Saint-Germain-des-Prés, bien établis, c'est terminé. S'il veut poursuivre le combat et le faire efficacement, il faut qu'il descende dans le grand bain et il l'appelle l'intellectuel. Alors évidemment, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce diagnostic? Et puis accessoirement, est-ce que vous pensez que Minc est capable de faire ça? D'abord, le diagnostic, il a totalement raison. Et ça ne m'étonne pas d'ailleurs, parce que je crois qu'il a été au fond le premier, dans les années 70, avec son rapport sur l'informatisation de la société, co-signé avec Simon Nora. Il a été probablement l'un des premiers à prévoir l'énormité du chambardement dont on est en train de vivre aujourd'hui l'apothéose. Donc je ne suis pas surpris en effet qu'il formule aujourd'hui ce diagnostic qui est totalement juste, bien sûr. Vous pensez que lui, il descendra dans l'arène? Ah, je le pense. En tout cas, je pense qu'il en est évidemment capable. Vous lui conseillez d'ouvrir un blog ou de tweeter à Alain Minc? Tweeter, j'en sais rien. Tweeter, voilà, les 140 caractères, que ce soit pour Minc ou pour d'autres intellectuels, c'est vrai que c'est un format qui n'est pas le format idéal, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais descendre dans l'arène, bloguer, s'exprimer au rythme de sa propre respiration sur le net, bien sûr que je lui conseille. Et on en a d'ailleurs parfois parlé. En tout cas, moi, non seulement je pense qu'il a raison, mais je le mets en application, puisque ça fait maintenant un certain temps que je suis présent sur la toile et je m'en porte, et enfin moi d'une part, mais surtout les causes que je défends s'en portent bien. Alexandre Gérard sur Twitter dit que 140 signes, ce serait trop court pour vous, ça suffirait pas à votre verve, vous êtes sûr? C'est pas que ça suffirait pas à ma verve, mais l'époque a déjà tellement tendance à se contenter de slogans, de pensées toutes faites, de clichés, etc., que c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Alors, pour partager des lectures peut-être, ou des références, des choses comme ça. Alors ça, c'est autre chose, oui. Ou des liens sur des papiers de 5 ou 6 pages qui seraient Jonathan. plus à même d'accueillir votre pensée. Hein. Ça, ce serait en effet une bonne idée. Un tweet qui se contenterait d'informer ceux qui auraient la gentillesse de me suivre que j'ai découvert tel article, que je suis en train de lire tel livre, ou que j'ai dégoté un auteur inconnu au Canada ou aux États-Unis, ça aurait un sens. Mais un tweet qui prétendrait dire des choses originales,
ça, il y a incompatibilité entre les deux. Et concrètement, Dire des choses originales, ça, il y a incompatibilité entre les deux. Et concrètement, vous êtes assez bien introduit dans les médias dits traditionnels, c'est le moins qu'on puisse dire. Internet, qu'est-ce que ça vous offre comme tribune ou comme façon de vous exprimer? Qu'est-ce que vous y trouvez concrètement? J'y trouve ce que tout le monde y trouve, c'est-à-dire d'abord une liberté de parole absolue, ensuite une rapidité de réaction que ne donnent pas les médias traditionnels, et puis une interactivité, un dialogue avec mes lecteurs. Il n'y a pas cette espèce d'énorme mur que constitue l'institution de la presse. Alors, j'aime les journaux, je pense contrairement à d'autres qu'on n'est pas prêt de s'en passer, et je leur prédis au contraire un très bel avenir, mais que l'information aujourd'hui, que le débat intellectuel marche sur les deux jambes de la presse écrite et du web, ça me semble être un vrai progrès démocratique. Donc quand on parle de poubelle, je te coupe 2 secondes juste pour compléter, quand on parle de certains intellectuels ou hommes politiques ont tendance à traiter le web un petit peu par-dessus la jambe en disant que c'est une poubelle ou un dépotoir à calomnie, vous adhérez pas à ce discours? Je crois que c'est aussi absurde que de dire que sous prétexte qu'il y a un torchon qui s'appelle Minute, ce serait aussi absurde que de dire la presse écrite est une poubelle, un dépotoir à calomnie. Il y a dans la presse écrite des saloperies, les journaux du Front National, des journaux de dénonciation, de délation, etc. Puis il y a des grands journaux. Sur le web, c'est pareil. Il y a en effet des sites qui font profession de dénoncer, de ne pas vérifier leurs informations, etc. Et puis il y a au contraire des endroits qui sont la pointe avancée, l'avant-garde de l'information libre, vérifiée, double-checkée, etc. BHL sur Twitter, que pensez-vous des interventions de Dieudonné sur l'affaire Sakiné? Très vite, parce qu'on en a parlé, c'est Benjamin Bini qui vous pose cette question sur Twitter. Rien, qu'il est allé faire le malin à Téhéran et qu'il en a profité pour faire un peu sa pub, mais c'est pas intéressant. Emery. Essayons d'être intéressants parce que vous avez une image assez brouillée dans l'opinion publique. Tant mieux, quelle joie. D'accord. Vos messages passent très bien à l'international, mais difficilement en France. Est-ce que vous pensez qu'Internet va vous permettre de réhabiliter votre pensée internationale en France? Et le personnage aussi, tant qu'à faire. Est-ce que les messages passent si mal? Vous savez, quand nous avons lancé... on le voit sur Twitter, quand on parle de vous, c'est tout de suite vindicatif. Oui, attendez, mais vindicatif, ça ne veut pas dire que ça passe mal. Je crois qu'un intellectuel, un intellectuel n'est pas fait pour faire le consensus. Un intellectuel n'est pas fait pour dorer la pilule, ni pour se faire dorer la pilule par ses lecteurs. Ça, c'est pas mauvais signe d'être incendié ou attaqué. Par contre, ce qui aurait été mauvais signe, c'est si lorsque j'ai lancé avec la règle du jeu la pétition pour Sakiné, si elle n'a pas été suivie, on a été très vite, en quelques semaines, à 150 ou 160 000 signataires. Ça veut dire que le message n'est pas si brouillé que ça. C'est-à-dire que quand je veux faire passer un message qui me semble réellement important, et là on n'est pas dans la frivolité, etc., le message passe. Jonathan? Pour revenir sur la question de l'influence, je pense que vous avez vu, on a dû vous en parler, un sondage qui a été publié dans Marianne il y a quelques semaines, qui faisait une sorte de podium des intellectuels, d'un côté les plus connus, de l'autre côté les plus influents. Autant vous êtes en tête des intellectuels les plus connus, autant vous êtes sur la deuxième marche pour ce qui est de l'influence. Vous pensez qu'il y a un lien direct et comment vous expliquez ce décalage en fait? Moi ça m'a un petit peu étonné. Je me suis dit BHL c'est forcément le nom qu'on va sortir en premier et à force de le voir partout, de sentir qu'il impulse un certain nombre d'idées, ça va aussi être le plus influent. Vous avez été déçu ou pas? C'est-à-dire je suis premier. Vous êtes le plus connu mais pas le plus influent. Je suis deuxième en termes d'influence. Ouais. Bon, écoutez, j'en sais rien, c'est pas si mal. Non, mais vous voyez un décalage ou ça vous interpelle d'une manière ou d'une autre, ou on passe à autre chose? Non, vous n'auriez pas été dans le palmarès? Vous auriez trouvé ça curieux? Sans fausse modestie. Est-ce que j'aurais trouvé ça curieux? J'aurais trouvé ça curieux, mais ça m'aurait pas affecté outre mesure. Mais ça m'aurait pas affecté outre mesure. Un tweet de JC Frog BHL. Un tweet de JC Frog BHL, vous avez compris l'intérêt de tweeter, pas seulement pour écrire, d'abord pour aiguiller. Donc lui, il aurait tendance plutôt, JC Frog, à vous encourager à tweeter. Emery. Oui, toujours dans la continuité de ce classement magnifique de Marianne, comme influenceur, vous avez été là récemment nommé au conseil de surveillance du Monde. Vous êtes à la tête du conseil de surveillance de Arte. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça brouille les cartes d'être un peu partout, et de perdre en influence du coup?
Sûrement, mais j'ai pas perdu mon temps depuis 17 ans à Arte. Je suis président du conseil de surveillance d'Arte depuis 17 ans et je peux vous dire que j'ai pas perdu mon temps. Ça Voilà. veut dire quoi? Ça veut dire que C'était réjouissant pour vous, non, non, intéressant non, ça veut dire qu'il y a eu des moments critiques dans la vie d'Arte qui est pour moi, c'est pas n'importe quoi Arte, c'est une des rares réussites de l'Europe. C'est une des rares choses que l'Europe ait vraiment produites et qui tiennent. Il y a eu quelques moments dans la vie d'Arte où je pense que et dans la vie de l'entreprise, où c'était pas plus mal que je sois président du conseil de surveillance. Voilà, il y a eu depuis 17 ans des moments où le pouvoir politique a peut-être eu tendance à trouver que ça coûtait trop cher, que la culture ça méritait pas ça, que une chaîne qui parlait français et allemand ça avait pas de sens. Ben, il y a eu 2-3 moments où je me suis chargé de rappeler à ceux qui pensaient ça qu'ils avaient tort et j'ai gagné. Voilà. Alors je crois que j'ai peut-être perdu moi en je sais pas quoi image claire, mais je pense que l'entreprise Arte avec tout ce que ça représente n'a pas forcément été perdante. Et comme je suis moins narcissique que peut-être certains le pensent, je crois que c'est plus important de faire du bien à Arte que de faire du bien à moi. Et Arte qui ne décolle pas dans les courbes d'audience. Arte décolle pas dans les courbes d'audience, non, mais Arte est en même temps dans ce moment de crise de l'Europe, dans ce moment où il n'est pas exclu que l'Europe se délite ou se défasse ou qu'on revienne en arrière. C'est un non, plus que ça, c'est un des pôles, c'est un des lieux de résistance. Voilà, c'est une zone. C'est une base rouge d'une Europe en perdition. Alors, audience ou pas audience, c'est capital qu'Arte demeure. Voilà. Et là, on vient de nommer avant-hier la prochaine présidente du directoire qui va succéder à Jérôme Clément qui n'a pas sollicité de nouveau mandat. Elle s'appelle Véronique Kella et je suis très très heureux d'avoir contribué à ce choix. Le nom de Kessler, d'Emmanuel Kessler, de David Kessler était sorti entre les deux. Vous savez, l'histoire est pas. Il n'y a plus de secret maintenant. Il y a eu. Arte, c'est compliqué. C'est pas France Télévisions. C'est pas le président de la République qui décide. Hein. C'est un conseil de surveillance. L'entreprise a son mot à dire. Les Allemands, la partie allemande a son mot à dire également. Alors, il y a eu un premier candidat que je souhaitais, qui était David Kessler, dont je pensais, pour un tas de raisons, que c'était le candidat parfait. Il a été retoqué par l'Élysée. Voilà. Pour de bonnes raisons, d'après vous, ou pas? Non, je pense pour de mauvaises raisons. Voilà. Alors, si on va pas faire de langue de bois, je pense pour de mauvaises raisons. Je pense que la tutelle, comme on dit, c'est-à-dire les ministères concernés et l'Élysée l'ont invalidé pour de mauvaises raisons. À ce moment-là, il y a eu d'autres candidats qui avaient la faveur de l'exécutif, qui n'avaient pas la faveur du conseil de surveillance. Et puis est arrivé, c'est comme ça que ça s'est passé, une nouvelle candidature, qui est celle de Véronique Kella, et qui miraculeusement, je trouve, c'est même formidable, a été approuvée par le conseil de surveillance et son président, par la partie allemande, par Jérôme Clément, le président sortant, qui a quand même fait cette chaîne brique à brique. Hein, Après avoir voulu rester, mais ça, c'est plus le débat. Non, il n'a pas voulu rester. La question s'est posée, en tout cas, mais c'est Non, pas le je crois débat. qu'il a décidé de... Bon, et par l'Élysée. Voilà. Juste un tweet rigolo de 2020. Regardez Lyon PSG en streaming sans le son et BHL en même temps est un exercice délicat. On parle du monde maintenant. Ah bah non, ça c'est du Patrick Bouchité, ça. J'en sais rien. Allez, oui, exactement. Du monde et plus largement de l'état de la liberté de la presse en France, qui évidemment reste une grande démocratie. On ne va pas tomber dans l'excès. Simplement, effectivement, il y a un certain nombre de faits qui interpellent au fur et à mesure des semaines, notamment autour de l'affaire Beuvert-Bettencourt, que ce soit des listings d'appels téléphoniques de journalistes transmis à la justice, que ce soit des ordinateurs portables qui, à foison, disparaissent de façon concomitante. Pour le dire concrètement, est-ce que vous pensez que la liberté de la presse est menacée en France? Et je ne pensais pas poser cette question un jour. Les épisodes que vous évoquez là, c'est pas de la liberté de la presse, c'est du gangstérisme, c'est de la voyoucratie. Et de la voyoucratie, il y en a toujours eu. Mais c'est de la pression sur la presse pour tenter de limiter sa liberté d'action. Naturellement. Bon. Mais ce qui fait que la liberté de la presse l'emporte et l'emportera de plus en plus, c'est précisément Internet. C'est-à-dire que dans un monde où il y a Internet, on ne peut plus museler la presse. Voilà, c'est comme ça. C'est la réponse définitive.
à tous les pleurnicheurs ou les grincheux qui disent que Internet c'est le fossoyeur de l'information sérieuse. C'est l'inverse. C'est ce qui fait, c'est le fourrier de la liberté de penser et de la liberté d'informer. Donc la démocratique, Internet. Oui, la presse ne sera plus jamais serve parce qu'il y a Internet. Voilà, une presse qui tenterait de se mettre au service des pouvoirs, qui tenterait de camoufler des informations, de blacklister, de verrouiller des secrets, elle serait débordée par Internet si vite qu'elle serait discréditée. Donc elle ne le fera pas. Et vous pensez qu'il y a cette tentation, justement, ce que vous décriviez, de mainmise Naturellement. Actuellement, mais plus bien sûr. précisément. Naturellement qu'il y a cette tentation. Il y a deux tentations aujourd'hui. Il y a la tentation de maintenir le secret d'un côté, et puis il y a la tentation de le dévoiler de l'autre, sauf que ce n'est pas le même. Les pouvoirs ont la tentation de s'asseoir sur des secrets gênants, et en revanche, il y a une indiscrétion généralisée sur la vie des gens, sur leur intimité, etc., qui est apparemment le contraire, mais en vérité, c'est la même chose. Je pense que la presse qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, avec l'aide d'Internet et de la presse écrite, sur les deux jambes, elle est en train, ou elle devrait, elle est peut-être en train de le faire, de résister à cette double tentation-là. Cette conspiration contre la vie intérieure, d'un côté, Et ce voyeurisme. oui, et puis cette volonté de cacher des choses de l'autre côté. On parle de vous comme administrateur du Monde. Vous confirmez ? Je confirme, oui, que ça m'a été proposé par Xavier Niel, et voilà, ça sera, je crois que c'est au début novembre que le conseil de surveillance décidera. En tout cas, je serai bien sûr très honoré, si tant est que je peux y être utile, d'être au Conseil du Monde, bien entendu. Emery. Je vais rester sur les médias. On a vu pendant l'été qu'effectivement... Emery. Je vais rester sur les médias. On a vu pendant l'été qu'effectivement Mediapart avait sorti des affaires et que la droite lui était tombée dessus avec des mots proches des mots de fasciste, etc. On a vu Mélenchon tomber sur Pujadas et sur Ferrari. On a vu Montebourg tomber sur TF1. J'ai deux questions. Est-ce que pour vous, la télévision a cassé le politique parce qu'on est dans une logique de toujours plus grand, toujours plus vite? Et un peu plus loin, est-ce que finalement on n'est pas dans une logique de société du spectacle où on a besoin de distraire son audience pour la garder? On a toujours eu besoin, vous savez, moi je crois qu'au contraire la télévision, l'avènement de la télévision a eu un immense mérite. C'est qu'elle a produit de la vérité sur la scène politique. Je crois qu'il y a plus de vérité, il y a moins de secrets, il y a plus d'authenticité avec la télévision qu'avant. Voilà. Donc moi je ne suis pas contre la société du spectacle, qu'un homme politique vienne s'exposer ainsi à cette espèce de lentille cruelle, de détecteur de mensonges impitoyable qu'est la télévision, je trouve ça bien. Voilà. Alors, est-ce que le net a également accentuer la vitesse d'échange de l'information? Est-ce qu'on n'est pas dans une logique simplement de distraction de l'audience, plutôt de la faire réfléchir et de la faire progresser? Je ne crois pas du tout. Je crois qu'on est dans une logique d'affinement des informations, de ne pas se satisfaire de demi-vérités, d'accélération des choses. Mais je ne crois pas, non, que ni le net ni la télévision nous ait fait entrer dans un monde d'amnésie ou de distraction. Je ne crois pas. Moi, je suis pour tous ces instruments qui obligent les gens qui ont du pouvoir, quel qu'il soit, ou de l'influence d'ailleurs, à rendre des comptes, voilà, à s'expliquer, s'ils ne répondent pas, que ça se voit, s'ils sont embarrassés de ne pas pouvoir, peut-être ce sera le cas pour moi tout à l'heure, mais c'est le jeu, c'est le jeu. Que cet embarras se voit, tout ça est bon. Par rapport aux époques anciennes, où les gens d'influence et de pouvoir étaient derrière leur carapace, protégés, derrière les murs de l'institutionnalité, c'est au contraire un progrès. Alors, il y a des effets pervers, naturellement, mais je crois que le progrès est plus important que l'effet pervers. Quand vous regardez les 30 ans ou 40 ans de carrière universitaire, intellectuelle, sans la télévision, est-ce que vous auriez été BHL? Et sans les médias? J'aurais pas été BHL, mais enfin Badiou serait pas Badiou non plus. Vous savez, je regardais hier soir l'émission de Tadei, où Badiou venait parler de cinéma.
Bon, il y a 2 intellectuels aujourd'hui qui passent à la télévision, c'est Badiou, c'est moi beaucoup, enfin il y en a d'autres d'ailleurs. Finkielkraut, il y en a un Finkielkraut, certain oui, nombre. voilà. Je crois qu'on en est tous là. Moi, je n'ai eu qu'un mérite, c'est de le comprendre un peu plus tôt que les autres. C'est-à-dire en 1977, j'ai compris qu'il fallait arrêter avec l'hypocrisie, la tartufferie et la pudibonderie, que la télévision existait et qu'il fallait s'en servir, et sans complexe, et sans s'excuser, sans se cacher derrière son petit doigt, etc. Alors d'autres, ils sont venus beaucoup plus tard. Badiou y est venu sur le tard, mais welcome, c'est très bien. Alors, Bidoudoudi tweet, est-ce qu'il faut être vigilant quand la télévision vulgarise la pensée intellectuelle? Est-ce qu'il y a une vulgarisation dans les 2 sens du terme? Simplifier et vulgariser, rendre vulgaire, ce qui doit être et rester complexe. Il n'y a pas que là non plus, il n'y a pas que la télévision, il y a des livres qui vulgarisent. Vous savez, quand Michel Onfray, dans la maison d'édition où je travaille, publie 400 pages sur Freud, c'est pas Que vous n'avez pas aimé d'ailleurs. justement, c'est pas un tweet, ça, c'est pas 140 signes. Vous auriez préféré 146 C'est d'ailleurs. c'est 400 pages. Il vulgarise beaucoup plus cette chose très importante qu'est la psychanalyse que la télévision, les Twitter et les Facebook. Tout ça, c'est des faux débats. Voilà. On peut être beaucoup plus vulgaire avec un livre de 400 pages qu'avec un blog Allez, de 300 On signes. avance sur le programme, on a plein de tweets et plein de questions. Juste une petite question qui va à la suite de ça. La semaine dernière, à votre place, il y avait l'économiste Jacques Généreux qui se désolait d'une régression intellectuelle des élites. Est-ce que vous partagez ce constat? Et la question connexe, c'est est-ce que vous vous sentez visé? Mais ça, c'est plus perfide. Je ne sais pas bien qui est Jacques Généreux. Un économiste, assez c'est- connu. Parti c'est de très gauche. bien, Parti de Parti de gauche. gauche. bah, c'est Profession parfait. Mélenchonien. Donc je ne sais pas si je suis visé. Alors, sur la régression générale, alors la régression du niveau intellectuel des élites. Non, ne vous citez pas. Hein. Il vous a pas allumé. Régression, non. Pourquoi Vous savez, on a toujours dit ça, franchement. Il y a aujourd'hui des gens qui me donnent le sentiment de régresser, il y en a d'autres qui me donnent le sentiment d'avancer. Je crois que là aussi, ce lamento permanent sur le thème «c'était mieux hier qu'aujourd'hui», je trouve ça absurde. C'est un alibi pour ne rien faire ou pour se croiser les bras, comme je le fais là, mais c'est pas beaucoup plus que ça. Non, Bon. je crois pas. Alors on continue. Emery sur Adopi. Ah, Adopi. Vous êtes pour ou vous êtes contre Adopi? Je suis... Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Oui, je suis contre Adopi. Je suis contre Adopi. Je pense qu'il y a d'autres systèmes. Il y avait d'autres systèmes et il y aurait d'autres systèmes. Il y a quelqu'un là-dessus d'ailleurs que je suis, je dirais pas aveuglément parce que je l'ai beaucoup écouté, qui est l'homme qui m'a d'ailleurs mis sur le chemin d'Internet, qui s'appelle Jean-Baptiste Descroix-Vernier, qui est De le Rentability patron Web. de Rentability Web, voilà. Et qui là-dessus m'a tout de suite expliqué très clairement pourquoi Adopi était une bêtise, pourquoi cette façon de criminaliser les gens était une sottise et comment il y avait des systèmes qui seraient beaucoup, en tout cas aussi justes, moins criminalisants et surtout beaucoup plus efficaces. Mais vous êtes quand même pour la défense des droits des auteurs. Bah, je suis pour la j'imagine. défense des droits des auteurs, absolument, mais pas à la manière d'Adopi. Alors je vous renvoie, faut inviter un jour, hein, parce honnêtement, il est plus fort que moi là-dessus et sur beaucoup d'autres choses. Inviter Jean-Baptiste Descroix-Vernier, sauf qu'il aime Mais pas il est trop. sur sa péniche. Il faut Il que est- vous il est nous sur sa aidiez. péniche, oui, c'est Il faut ça, que je sais, vous, il homme viendra de pas. réseau, vous Oui. nous aidiez à avoir certains des invités. Voilà, qui- parce que lui, sur Adopi, auprès je crois desquels vous êtes influent. Il est formidable. Ah oui, je crois qu'il a la bonne formule. Et s'il avait été écouté, ou s'il l'était d'ailleurs aujourd'hui, peut-être qu'on sortirait de cette impasse. Allez, on parle cinéma. Le jour et la nuit, film descendu par la critique il y a 15 ans que vous aviez tourné avec une brochette de stars, avec Alain Delon, Lorraine Bacall et quelques autres, ressort en DVD. Et à l'occasion de cette sortie en DVD, il y a une espèce de coffret. D'un côté, il y a le jour et la nuit. Et de l'autre côté, il y a un documentaire qui s'intitule de mémoire Histoire d'un matraquage ou d'un assassinat de la critique. Enfin, grosso modo, 2 journalistes ont enquêté sur la façon dont vous avez été cisaillé par la critique au moment de la sortie du film. Alors, la question, c'est est-ce que c'est une enquête très favorable à BHL? Est-ce qu'elle est objective? Qu'est-ce que vous en savez de cette enquête dont la synthèse circule sur Internet sous forme de vidéo? Ce que j'en sais surtout, c'est que ça m'a fait. Alors, je vous dis franchement, ça m'a fait j'espère que vous êtes vraiment. franc. Non, attendez, ça m'a fait vraiment plaisir quand j'ai vu ces 2 jeunes gens qui s'appellent Carole Mathieu et Thierry Humbert s'intéresser à ce film, le découvrir et s'apercevoir que ce n'était pas, comme ça avait été dit à l'époque, le plus mauvais film de l'histoire du cinéma. D'accord, mais il sort en même temps que le DVD. Donc, Ouais. est-ce que c'est une opération de buzz et de, De marketing réhabilitation. ou de Ben, réhabilitation qui- pour vendre le CD? Est-ce qu'il y a une connivence?
Ou une concomitance. Une concomitance entre quoi? La sortie Entre la sortie- du DVD Ils l'ont et fait dans, ensemble, oui, et oui, dans le même ils coffret. ont- Donc évidemment, c'est l'enquête une journalistique sert une démarche marketing ou est-ce qu'elle sert l'information et la vérité? C'est ça la question. J'en sais rien, il faudrait demander aux distributeurs. Je sais qu'il y a, en effet, je l'ai découvert, il est sorti il y a une quinzaine de jours, il y a enfin le DVD de ce film, et je suis très heureux, parce que j'y tiens extrêmement. Et il y a en bonus ce film à part entière, ce documentaire fait par Carole Alors, Mathieu et Thierry Imbert. Je reformule ma question. Est-ce que le bonus d'un DVD dans le DVD peut être considéré comme un produit d'information? Est-ce que c'est un Oui. produit marketing? Oui, parce que ça dit des tas de choses. Parce que je l'ai vu, ce bonus, ce film documentaire. Il donne des informations sur la critique de cinéma et sur son fonctionnement mafieux. C'est très très éclatant. Il donne des informations sur la nature humaine et sur la manière dont une haine et un ressentiment, contrairement à ce qu'on croit, ne se refroidissent pas avec le temps. J'ai vu avec un plaisir mais infini ces gens qui m'avaient en effet massacré il y a 15 ans, qui ont à peu près le même rictus de haine 15 ans après. Bon. Je trouve ça intéressant. Bon. La Intéressant. constance. Au moins, ils sont Donc, constants. Donc le jour et la nuit, le jour et la nuit reste un chef-d'œuvre. Le jour et la nuit reste un film que je défends en effet bec et ongle. Allez, Voilà. on passe à la politique. Juste avant, pour revenir Oui. sur le jour et la nuit, est-ce qu'on peut se permettre, quand on est connu comme vous, de tout tenter, de tout faire, ou bien il faut parfois ne pas aller trop loin? On doit se permettre de tout faire et de tout tenter quand on le peut. Et il y a une chose, alors que j'ai apprise il y a très très longtemps, c'est, comment vous dire, à me mandater moi-même, c'est-à-dire à exercer ma pleine liberté. Voilà. Quand j'ai envie d'écrire un roman, j'écris un roman. Quand j'ai envie de faire de la philo, je fais de la philo. Alors justement, Quand j'ai envie de cogner sur Sarkozy, je cogne sur Sarkozy. justement, Quand j'ai envie de cogner sur la gauche, je cogne sur la gauche. eh ben on y Cette vient. liberté-là, On y vient. c'est ce que j'ai de Vous plus allez- cher. Je ne dois rien à personne. Ma parole n'est asservie à aucune force ou aucune institution. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Alors- ce qu'il y a de plus précieux. Alors, vous parliez politique, vous parliez philosophie, tweet de The New Deals sur Twitter. Dans la société actuelle, la philosophie ne devrait-elle pas servir à trouver des réponses aux conflits sociaux? Et il avait dû tweeter autre chose, c'est qu'on n'a pas vraiment entendu les philosophes pendant les 3 dernières semaines d'agitation, de manifestation et de contestation. Moi, j'ai dit une chose, tout de même, si on m'a entendu, j'ai dit un truc quand j'ai vu parce qu'en effet, pardon, mais je suis un peu obsédé par l'affaire Sakiné. Quand j'ai vu ce supporter de football qui a surgi sur le stade de Madrid dans le match Milan AC contre le stade de Madrid, avec une banderole, avec un t-shirt marqué Free Sakiné, j'ai dit que les jeunes étudiants qui manifestent avec des banderoles Papy m'a piqué mon job devraient aussi défiler avec des banderoles Libérez Sakiné ou Libérez Blockfather. Devrait aussi ou ferait mieux de? Devrait aussi. Devrait aussi. Devrait aussi. Pas ferait mieux d'eux, parce que je pense que ce mouvement social auquel on a assisté ces dernières semaines, comme toujours dans ces cas-là, il dit autre chose que ce qu'il dit apparemment. Alors il dit quoi? Qu'est-ce que vous décryptez, vous le philosophe qui avait toujours le regard tourné vers l'international, mais de temps en temps, on voudrait vous voir sur des barricades Ouais, nationales. Attendez, on m'y a vu, on m'y reverra. Bon. Et on m'y a vu notamment sur ce que je vais vous dire là, parce que à ma connaissance, je crois pas avoir été le dernier, c'est le moins qu'on puisse dire à le dire. Ce qui s'est entendu toutes ces dernières semaines, c'est une colère rentrée et qui s'est enfin exprimée contre les aspects les plus pervers du sarkozysme. En particulier, ce qui s'est passé cet été, c'est-à-dire l'insupportable discours de Grenoble, l'insupportable stigmatisation des Roms, le discours irresponsable consistant à déclarer la guerre, parce que c'est le mot qui a été employé, à une partie de la population française. Voilà. Alors, ce qui s'est dit, alors c'est les retraites, mais comme toujours, vous savez, moi, les mouvements sociaux depuis le CPE, depuis mai 68, il y a le contenu en vous entendant, explicite. pardonnez-moi, en vous entendant, j'ai le sentiment que le social, c'est pas philosophique. Et que C'est pas votre truc. Le politique droit de l'homme, c'est
c'est philosophique, vous pouvez vous en saisir. Mais quand il s'agit de l'allongement de la durée du travail, là, c'est moins Vous avez BHListe reconnu comme sujet. plusieurs fois d'ailleurs Jonathan. votre surdité à la question sociale, peut-être de façon un peu provocatrice. On a l'impression que vous êtes plus sensible, pour le dire d'une formule, à la misère du bout du monde qu'à la souffrance du coin de la rue. Je pense que c'est plus grave, en effet, une femme et d'autres femmes dans le couloir de la mort des prisons iraniennes qui attendent d'être lapidées, c'est-à-dire qui attendent d'avoir leur visage et leur cervelle réduite en bouillie, que d'avoir le temps de travail dans des démocraties prospères qui s'allongent de quelques mois ou de quelques années. Ça, c'est vrai. Je pense que le sort de Sakineh est plus grave que le mien si je suis condamné à travailler 2 ans de plus. Voilà, ou le vôtre. On Ça, c'est continue. vrai. Mais que le social ne soit pas philosophique, j'ai jamais dit ça et je ne Non, le, et je c'est ce ne que le pense j'entends, pas. moi. Bah, vous l'entendez, mais vous avez tort. Non. Quand il y a eu, par exemple, les émeutes de banlieue en novembre 2005, je considère que c'était un événement philosophique majeur. Et la manière dont la classe politique de l'époque, c'était Sarkozy, mais c'était Villepin qui était Premier ministre. Villepin qui aujourd'hui nous la joue tâche sur le drapeau national. C'est quand même lui qui à l'époque a ressorti un décret sur l'état d'urgence datant de la guerre d'Algérie et qui a encore déclaré la guerre aux jeunes des banlieues. Alors justement, Desgouilles sur Twitter, la légende des stigmates après un entretien avec Villepin l'ayant qualifié de Christ est-elle bien une légende? Villepin vous aurait qualifié de Christ? Oui, pas Christ. Christ, c'est pas tout. C'est plus. Il m'avait qualifié de Christ sans plaie. Oui, c'est De exact. Christ sans plaie. Christ sans plaie. Mais ça, c'est oui, exact. Mais plus intéressant de dire, parce que moi j'aime bien que les choses soient rappelées. Hein, il y a une continuité dans la politique sécuritaire de la France depuis 2005 jusqu'aujourd'hui. La déclaration de guerre à la jeunesse, et en particulier à la jeunesse des banlieues, c'est Sarkozy à Grenoble et c'est Villepin en novembre 2005. Donc Villepin, Allez. Sarkozy, même combat, pour résumer. Il nous reste Bien entendu. 2 minutes. Quoi qu'on nous dise aujourd'hui. Il nous et reste quoi 2 minutes. Emery, Je vous entends, je sais que vous êtes un homme de gauche. Aujourd'hui, je suis à la recherche de ceux qui pourraient porter les valeurs de la gauche. Le PS ou Mélenchon? Ah, sûrement pas Mélenchon. Sûrement pas Mélenchon, parce qu'il y a une tentation contre laquelle la gauche a dû se battre pendant toute son histoire, c'est le populisme. Le populisme, qui est quelque chose de terrible. lui il dit populaire. Hein. Oui, il dit populaire, d'accord. Mais enfin, c'est quand même... Non, il assume d'ailleurs le populisme. Il assume le mot. Non, Marie-Georges Buffet, un jour, lui a dit « Tu ferais mieux de dire populaire que populiste ». Et lui assume, au contraire, le populisme. Et je pense que le populisme, c'est un autre socialisme des imbéciles. Voilà. Et que la gauche doit se prémunir contre le populisme. Donc, je crois pas à Mélenchon pratiquerait un socialisme des imbéciles. Je pense que le populisme est un autre. Alors, socialisme des imbéciles, ça se réfère à une phrase d'un célèbre social-démocrate allemand à propos de l'antisémitisme. Là, c'est pas le cas, naturellement, il n'est pas question d'antisémitisme. Mais c'est un socialisme pour ignares, oui. C'est un socialisme pour cours élémentaires, première année. Naturellement, c'est prendre, Mélenchon est un socialiste pour cours élémentaire première année. c'est prendre les gens pour des cons. Je crois, oui, que de réduire le combat politique à un combat contre une presse vendue, contre un Pujadas larbinisé et contre une classe politique qui serait tout entière à jeter à la poubelle. Parce que c'est ça qu'il dit. En plus, je trouve Mélenchon sympathique. C'est bien ça le problème. Enfin, Frêche aussi était Et sympathique. il est philosophe aussi, il a une formation philosophique. Oui, c'est Payon qui a une formation philosophique. Oui, Mélenchon aussi. Mélenchon peut-être aussi. Bon, c'est très bien, mais la philosophie mène à tout, y compris au populisme. Allez, Bon, 2012 les socialistes, Voilà, très vite. 2012, les Et on se socialistes. quitte. En 2007, vous parliez d'un grand cadavre à la renverse. 2 ans plus tard, ça n'allait pas tellement mieux. Vous décriviez un grand corps malade. Une question simple, est-ce que le PS va mieux? Vous aviez dit qu'il était mort. Hein. Oui, non, je pense qu'il ne va pas mieux et je reste absolument sur l'analyse et la recommandation que j'avais faite à l'époque. Je pense que pour battre Sarkozy et pour gagner les élections, le PS aurait intérêt à se fondre dans une grande force de gauche moderne. Dépassé. Se Pardon dépasser, c'était ça que vous disiez à l'époque. Se dépasser, se transcender et puis englober surtout des forces qui permettraient aussi de noyer toutes ces querelles de personnes dont les électeurs ont ras-le-bol. Et c'est Voilà. possible pour 2012, ça, ou c'est un rêve à 30 ans? Bah, c'est un peu tard maintenant. C'était possible il y a 1 an. Là, je crains que, comme dit le prophète Isaïe, tous les délais ne soient expirés. Allez, Emery, on passe au quiz de fin. Il faut aller très Donc, vite. le quiz de fin, vous répondez Voilà. par une ou l'autre option que je vous propose. La première, on la connaît puisqu'on la voit ici. iPhone ou BlackBerry? Blackberry, Beatles ou Rolling Stone? Rolling Stone. Welbeck ou Beck BD? Ah. Bah, c'est pareil. Non, Welbeck, Le Nouvel Observateur ou Le Point? le point.
Et enfin, DSK ou Ségolène Royal? C'est un silence là. Je ne peux pas répondre comme ça. Sur le fond, naturellement DSK. Je suis plus proche idéologiquement de DSK, mais j'ai une fidélité politique et une tendresse pour Ségolène Royal. Voilà. On va finir sur ce mot, la tendresse, Bernard-Henri Lévy, la tendresse, partout sur les réseaux sociaux, sur Twitter, dans les livres. Vive la tendresse. BHL, merci d'avoir été avec nous. Bon surf sur Internet. Merci à Emery Deligier et Jonathan Boucher-Peterson. Ils sont frustrés parce qu'ils voudraient que ça dure encore plus longtemps. Ouais, oui. Et moi aussi, mais quand ça dure trop longtemps sur Internet, il paraît que les gens s'emmerdent. Peut-être même ils se Vous sont avez dit emmerdés avant. interdit. Au lieu d'Internet, ça c'est Pardon, incroyable. j'ai fait un lapsus. Interdite au lieu d'Internet. Ah bon, ben, Magnifique lapsus. on le fera étudier Comme par... on est à l'époque des lapsus, en Oui, effet, il est on pas va vous mal. intégrer à la fameuse Eh ben, on va le vidéo. faire étudier par Michel David Onfray la Abiker, prochaine fois. confondant l'Internet et l'interdite. Ben, il y a C'est beaucoup très joli. d'interdits qui pèsent sur Internet ou qui en tout cas le menacent. C'est peut-être pour ça que j'ai fait ce lapsus. Ça mais sort bon. bien. Voilà, je m'en sors bien. Merci d'avoir été en streaming avec nous. Ça, je le dis aux internautes qui nous ont regardés. Pour voir ou revoir cette émission dans quelques minutes, elle sera en ligne sur Dailymotion. Je lis mon papier parce que tout est neuf, je comprends rien. Donc j'ai une espèce de main courante. Et bien sûr, évidemment sur europe1.fr, on me dit dans le casse merci au Facebook Friends qui était assez discret cette semaine. Merci aux Tweetos qui étaient au rendez-vous. J'espère qu'ils sont plus à nous avoir regardé qu'à avoir tweeté, mais ils étaient là quand même. On se retrouve à 20h45 la semaine prochaine pour un nouveau petit stream entre amis. Merci, messieurs. Merci.